La plupart des gens croient que leurs pensées restent confinées à leur esprit, privées, contenues, inoffensives, de simples étincelles de conscience qui disparaissent aussi vite qu'elles apparaissent. Mais la réalité est tout autre. Dès qu'une pensée se forme, elle ne s'arrête pas à vous. Elle vous quitte. Elle quitte votre monde intérieur et pénètre dans le champ quantique sous forme d'empreintes vibratoires, aussi réelles et mesurables qu'une onde à la surface de l'eau. Chaque pensée que vous avez eue, même celle que vous avez rejetée, a laissé une trace dans ce champ. Rien de ce que vous pensez n'est perdu. Rien ne disparaît. Tout ce que vous pensez contribue à bâtir votre avenir. Voici la première vérité que la plupart des gens ignorent. Les pensées ne restent pas de simples événements internes. Elles deviennent des transmissions énergétiques. Elles s'impriment sur les couches invisibles de la réalité. Et le champ énergétique réagit instantanément, bien avant que vous n'en perceviez la moindre trace. Vos pensées voyagent bien plus loin que votre voix ne le pourrait jamais. Elles pénètrent dans un espace inaccessible à vos sens, mais que votre avenir peut parfaitement ressentir. La physique quantique nomme ce processus propagation de l'information. Une pensée n'est pas une métaphore, c'est de l'information. Et l'information ne peut être contenue. Elle se déplace, elle se propage, elle interagit avec les champs énergétiques environnants. Votre esprit génère un schéma, votre système nerveux l'encode avec des émotions, et le champ quantique le reçoit sous forme de fréquences. À cet instant précis, souvent avant même que vous ayez fini de penser, votre avenir commence à se réorganiser autour de ce signal. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Le champ ne réagit pas à vos pensées comme à des phrases. Il réagit à la fréquence sous-jacente. Il n'entend pas « je veux réussir ». Il perçoit l'empreinte vibratoire qui révèle si ce désir est enraciné dans la peur, le désespoir, l'ouverture, la confiance ou la cohérence. Carl Jung comprenait profondément cette dynamique, même s'il l'a exprimée à travers le langage de la psychologie plutôt que celui de la physique quantique. Il reconnaissait que les pensées ne sont pas de simples processus cérébraux privés. Elles sont des manifestations d'énergie archétypale existant dans l'inconscient collectif, ce vaste champ de conscience partagé qui relie tous les êtres humains. Lorsque vous avez une pensée, vous ne générez pas seulement une activité neuronale privée. Vous puisez dans des courants archétypaux, vous activez des schémas dans le champ collectif, vous créez des résonances qui s'étendent bien au-delà des limites de votre crâne. Une pensée empreinte de clarté se déploie comme une graine qui sait précisément ce qu'elle deviendra. Une pensée teintée de peur, en revanche, se déploie comme une force statique, dispersée, incohérente, incapable de germer. Chaque pensée sème quelque chose. La question est « quoi ?» C'est là que science et spiritualité se rejoignent harmonieusement. Les neurosciences démontrent que chaque pensée déclenche des micro-changements dans notre chimie émotionnelle. Ces micro-changements modifient notre rythme cardiaque, notre champ électromagnétique et notre production hormonale. Ces fréquences biologiques rayonnent au-delà de notre corps. Notre état intérieur devient une transmission extérieure. Vos pensées n'existent donc pas seulement dans votre esprit. Elles remodèlent votre biologie qui à son tour façonne la fréquence que vous émettez dans la réalité. Le champ quantique n'attend pas de vous que vous répétiez la pensée, que vous la visualisiez ou que vous méditiez dessus. La première transmission suffit à amorcer le processus de formation. C'est l'étincelle, l'ignition, la première vibration qui indique à l'univers « voici une direction ». Que cela se traduise par un résultat clair ou se perde dans le bruit dépend de la suite des événements, de la constance avec laquelle vous transmettez ce signal et de la cohérence de votre identité avec celui-ci. Jung a abordé le concept de synchronicité, ces moments de coïncidence significative qui échappent à la simple causalité. Il concevait les synchronicités comme des manifestations visibles de connexions invisibles au sein du champ de conscience. Lorsqu'on implante une pensée dans ce champ avec clarté et cohérence émotionnelle, celui-ci orchestre des synchronicités, ces rencontres apparemment fortuites, ces opportunités inattendues, ces solutions surgissant de sources improbables. Il ne s'agit pas de magie, mais de la réponse naturelle d'un champ intelligent et réactif à des signaux clairs. Mais quelque chose d'encore plus fascinant se produit dès qu'une pensée atteint le champ. Elle ne se contente pas de se propager,
elle résonne en retour. Le champ commence immédiatement à renvoyer un subtil retour d'information, ajustant votre intuition, modifiant votre état émotionnel ou présentant des micro-opportunités en harmonie avec la graine que vous avez semée. Vous le ressentez comme une clarté soudaine ou un malaise soudain, comme une idée surgissant de nulle part, comme une sensation d'expansion ou de contraction. Le champ répond toujours à la graine. Réfléchissez-y. Combien de fois vous est-il arrivé d'avoir une pensée intense concernant quelque chose que vous désiriez ou craigniez, et de remarquer aussitôt des références à cela partout? Des conversations anodines qui en parlaient précisément. Des articles que vous lisiez sur le sujet, des gens qui établissaient des liens pertinents. La plupart des gens pensent que c'est une coïncidence. Mais ce n'est pas une coïncidence. C'est le champ qui répond, qui vous montre que votre transmission a été reçue, qui présente les premiers signes que la réalité commence à se réorganiser autour de la fréquence que vous avez émise. Mais voici le problème. La plupart des gens ne maintiennent pas cette fréquence. Une pensée claire leur traverse l'esprit un instant, puis elle est aussitôt contredite par le doute, la peur ou des pensées totalement opposées. Ils pensent « je veux l'abondance » pendant une seconde, puis passent les heures suivantes à penser « je n'en ai jamais assez, rien ne fonctionne pour moi, c'est impossible ». Et ensuite, ils s'étonnent que rien ne change. Parce que le champ énergétique ne reçoit pas un signal clair. Il reçoit des parasites, des contradictions, des schémas confus qui s'annulent mutuellement. Jung y verrait immédiatement un conflit entre le conscient et l'inconscient. On peut penser consciemment positivement, mais si des schémas inconscients profondément ancrés de sentiments d'indignité, de manque ou d'incrédulité existent, ces schémas émettent une fréquence bien plus forte que nos pensées conscientes. L'inconscient est vaste, puissant et actif 24 heures sur 24. Et lorsqu'il y a dissonance entre ce que l'on pense consciemment et ce que l'on croit inconsciemment, l'inconscient l'emporte toujours. Car il représente la fréquence la plus profonde, la plus constante et la plus profondément enracinée dans notre identité. La véritable question n'est donc pas seulement ce que vous pensez, mais ce qui se passe en coulisses. Quelles croyances inconscientes agissent silencieusement, émettant des fréquences qui contredisent vos désirs conscients. Car ces croyances inconscientes sont elles aussi des graines. Et souvent, ce sont des graines bien plus puissantes que vos pensées conscientes, car elles ont été semées il y a longtemps, arrosées à maintes reprises par l'expérience et le renforcement, et sont désormais profondément enracinées dans votre identité. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent voir se réaliser sans cesse leurs pires craintes? Ce n'est pas parce que l'univers est contre elles. C'est parce que leurs attentes inconscientes, leurs croyances profondément ancrées sur le fonctionnement de la vie, sur ce qu'elles méritent, sur ce qui est possible pour elles, transmettent constamment des signaux au champ énergétique. Et ce champ, parfaitement réactif, orchestre des expériences qui correspondent à ces transmissions. Il ne s'agit pas d'une punition ni d'une faute morale. C'est simplement le fonctionnement de l'interaction entre la conscience et la réalité. Le champ ne juge pas vos transmissions comme bonnes ou mauvaises. Il y répond simplement. Il vous renvoie la fréquence que vous émettez le plus régulièrement et de la manière la plus cohérente. Et si cette fréquence provient de schémas inconscients de peur, de manque ou de limitation, alors c'est ce que vous ressentirez en retour à travers les circonstances extérieures. Mais voici la nouvelle extraordinaire. Dès que vous prenez conscience de ces schémas inconscients, dès que vous éclairez d'un jour nouveau les croyances qui agissaient dans l'ombre, vous obtenez le pouvoir de les transformer. Et lorsque vous modifiez les croyances fondamentales qui génèrent vos transmissions inconscientes, vous modifiez la fréquence de base qui pénètre dans le champ. Et lorsque votre fréquence de base change, tout change. Immédiatement. Car le champ réagit en permanence et en temps réel au signal que vous émettez. Jung a consacré sa vie à aider les gens à rendre l'inconscient conscient, à mettre en lumière les schémas cachés qui régissent leur comportement, leurs pensées et leurs émotions. Car il savait que tant que ces schémas demeurent inconscients, tant qu'ils opèrent automatiquement en dessous de notre perception consciente, nous n'avons aucun véritable choix. Nous sommes alors soumis à des forces que nous ne comprenons pas. Mais lorsque nous prenons conscience de ces schémas, lorsque nous les voyons clairement, lorsque nous comprenons leur origine et leur fonctionnement, nous accédons à la liberté.
nous acquérons la capacité de choisir d'autres pensées, d'autres croyances, d'autres fréquences. Et ce choix, cette capacité à choisir consciemment les graines que vous semez par vos pensées et, plus important encore, par vos croyances, est votre plus grande force. Plus grande que n'importe quelle action extérieure, plus grande que n'importe quel effort physique, car vos pensées et vos croyances déterminent la fréquence que vous émettez, et votre fréquence détermine la réalité qui vous est accessible. La question n'est donc pas de savoir comment changer votre situation, mais si vous êtes prêt à changer la fréquence qui la crée. Mais la plupart des gens ne perçoivent pas cet écho car il est silencieux, subtil et précède tout signal extérieur. C'est pourquoi au tout début de la manifestation, on a l'impression que rien ne se passe. Puisque la boucle de rétroaction est invisible, le champ remanie d'abord les probabilités en coulisses et ce n'est que plus tard que la réalité révèle les résultats visibles. C'est comme une graine qui germe sous terre bien avant de percer la surface. Les transformations les plus importantes se produisent là où on ne peut pas les voir. L'univers œuvre silencieusement avant d'agir au grand jour. Mais le véritable mystère se dévoile ici. Une pensée ne devient pas puissante simplement parce qu'on la pense. Elle le devient parce qu'on devient la personne capable de la maintenir. Dès qu'une pensée quitte notre esprit, elle crée un schéma vibratoire dans le champ énergétique. Que ce schéma devienne notre réalité dépend entièrement de notre alignement avec lui. Cet alignement commence intérieurement, subtilement, silencieusement, dans les changements que nous ressentons avant même que quoi que ce soit ne change dans notre vie. Voici le point de départ de cette vidéo. Si vous compreniez l'effet de vos pensées dès qu'elles entrent en contact avec le champ quantique, vous ne penseriez plus jamais de façon superficielle. Car dès qu'une pensée pénètre dans ce champ, elle influence les probabilités. Et ces probabilités finissent par se concrétiser pour l'entité dont la fréquence correspond à la vôtre. Presque personne ne sait ce que le champ fait ensuite à vos pensées, mais vous êtes sur le point de le découvrir. Jung comprenait que la conscience ne fonctionne pas de manière linéaire. Il existe des profondeurs, des strates, des niveaux que l'esprit conscient ne perçoit jamais directement. Il appelait cela le chemin de l'individuation, le processus par lequel la psyché tend vers la plénitude, intégrant les aspects inconscients, réconciliant les contraires et devenant de plus en plus consciente d'elle-même. Et ce processus commence toujours dans l'ombre, toujours là où l'on ne peut voir, toujours avec la foi en quelque chose qui ne s'est pas encore manifesté extérieurement. La plupart des gens pensent que rien ne se passe lorsqu'ils ne constatent aucun changement dans leur réalité physique. Ils croient que la manifestation commence avec l'apparition des résultats. Ils imaginent que l'univers est silencieux, immobile ou inerte, jusqu'à ce qu'un événement évident se produise. Un signe, une opportunité, une percée. Mais la vérité est tout autre. Le champ quantique accomplit son œuvre la plus importante bien avant que vous ne voyiez quoi que ce soit. Il amplifie vos pensées silencieusement, imperceptiblement et avec une précision que vos sens ne sont pas conçus pour percevoir. C'est ce que j'appelle la germination quantique. C'est le processus par lequel une pensée devient plus qu'une simple pensée. Elle se transforme en une structure de probabilité, une configuration subtile d'énergie qui commence à influencer votre avenir. Et comme une graine semée sous terre, toute la croissance importante se déroule dans l'obscurité, là où vous ne pouvez pas la percevoir visuellement. La physique quantique décrit ce processus comme une amplification des ondes. Une fois que votre pensée entre dans ce champ, elle ne reste pas immobile. Elle se propage, elle entre en résonance. Elle attire les fréquences compatibles et repousse celles qui sont incompatibles. Il recherche la cohérence. Il commence à s'organiser selon un schéma dans lequel la réalité pourra finalement se cristalliser. Mais ce processus est fragile à ses débuts. Interférences, doutes, peurs, ruminations, contradictions émotionnelles peuvent brouiller le signal avant qu'il ne se stabilise. C'est pourquoi les premières étapes semblent si silencieuses. Le champ protège la graine en la maintenant sous terre. L'univers préserve l'invisibilité du commencement, car la visibilité exposerait le processus à votre ancien moi, la part de vous qui doute, questionne ou sabote. Les phases cachées ne sont pas une punition, mais une préservation. La croissance est silencieuse, car le silence est synonyme de sécurité.
Tout ce que vous avez manifesté a commencé dans ce silence. Mais voici où les choses deviennent encore plus fascinantes. Votre corps perçoit la germination quantique avant même que votre esprit ne s'en rende compte. Bien avant tout changement extérieur, votre état intérieur commence subtilement à se réorganiser. Votre respiration s'approfondit sans raison apparente. La charge émotionnelle liée au désir s'atténue. Votre système nerveux se détend. Laissez-moi vous parler de Daniel, 35 ans, architecte indépendant. Pendant des années, il a connu des difficultés financières, toujours à la recherche de projets, constamment angoissé à l'idée de son prochain salaire. Il a essayé toutes les techniques de manifestation possibles. Tableau de visualisation, affirmation, visualisation élaborée. Mais rien n'a fondamentalement changé. Il est resté prisonnier du même cycle de précarité et de difficulté. Puis un jour, après avoir participé à un atelier sur la conscience quantique, il a décidé d'essayer autre chose. Au lieu de chercher à attirer l'argent, il a commencé à cultiver cette pensée fondamentale. Je suis quelqu'un à qui les opportunités viennent naturellement. Il n'a pas forcé cette pensée, il l'a simplement semée en 5 minutes de contemplation silencieuse chaque matin. Puis il l'a laissé faire. Il n'a pas cherché de résultats, il n'a pas cherché à tout prix des signes. Il n'a pas essayé de contrôler comment ni quand cela se manifesterait. Il a simplement gardé cette pensée fondamentale présente et a vécu sa vie. Pendant les 2 premières semaines, rien ne changea extérieurement. Mais Daniel remarqua quelque chose d'étrange. Il se sentait différent, moins désespéré, moins anxieux. Un calme inexplicable l'envahissait. Il ne consultait plus ses emails de manière obsessionnelle à la recherche de nouvelles pistes. Il ne se réveillait plus à 3 heures du matin, préoccupé par l'argent. Quelque chose avait changé en lui, même si extérieurement tout semblait identique. Il ressentait la germination quantique, la subtile réorganisation qui s'opérait sous la surface de sa perception consciente. Puis au cours de la 3e semaine, les choses ont commencé à changer visiblement. Un ancien client, dont il était sans nouvelles depuis des mois, l'a contacté pour un projet important. Une rencontre fortuite dans un café lui a indiqué connaître quelqu'un qui recherchait précisément ses compétences. Un concours de design auquel il avait participé des mois auparavant et qu'il avait complètement oublié lui a valu la 3e place et un prix. En 6 semaines, son chiffre d'affaires avait triplé. Non pas parce qu'il travaillait plus dur, ni parce qu'il avait modifié sa stratégie externe, mais parce qu'il avait changé la fréquence à laquelle il véhiculait cette idée qu'il avait toujours cultivée. Jung dirait que Daniel avait transformé son rapport à l'archétype de l'abondance. Il avait cessé d'appréhender l'abondance dans une perspective de pénurie, de quête désespérée, de besoins angoissés. Désormais, il incarnait une identité qui attire naturellement les opportunités. Ce changement d'identité, cette réorganisation intérieure du rapport aux ressources et à la valeur, voilà le véritable travail qui s'opérait durant ces semaines de silence. Et une fois l'identité intérieurement transformée, la réalité extérieure n'eut d'autre choix que de se réorganiser en conséquence. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent complètement. On ne peut pas forcer ce changement d'identité. On ne peut pas faire semblant jusqu'à ce que ça devienne réalité. Car le champ énergétique ne réagit pas à ce que vous prétendez afficher en surface. Il réagit à ce que vous croyez vraiment au plus profond de votre être. Et les croyances profondément ancrées, les schémas identitaires enracinés, ne changent pas par de simples affirmations superficielles. Ils changent grâce à un véritable travail intérieur, en prenant conscience des schémas inconscients, en intégrant les aspects disparates de soi. Vous rendez-vous compte du nombre de personnes qui cherchent à attirer l'abondance, tout en se percevant fondamentalement comme des personnes qui n'en ont jamais assez? Combien tentent d'attirer l'amour, tout en croyant secrètement ne pas le mériter? Combien visualisent le succès tout en craignant inconsciemment qu'il ne les expose à l'envie ou à la critique? Cette dissonance entre désir conscient et croyance inconsciente crée des interférences. Et ces interférences empêchent la pensée positive de germer correctement. Jung passait des heures avec ses patients à explorer ces croyances inconscientes, à les mettre au jour, les aidant à comprendre comment les schémas formés durant l'enfance continuaient d'influencer leur vie adulte. Il savait qu'on ne peut manifester durablement une fréquence qui contredit son identité fondamentale. Il peut arriver, par moments,
que les choses fonctionnent temporairement. Mais cela ne dure pas, car notre identité nous ramène sans cesse à cette vibration familière. L'essentiel est de commencer par changer d'identité. Cela exige une honnêteté radicale quant à qui vous êtes vraiment, au-delà des masques et des rôles. Il faut affronter les croyances limitantes et néfastes que vous vous cachez. Il faut faire preuve de compassion envers les blessures qui ont engendré ces croyances. Et il faut de la patience pour reconstruire progressivement une identité en accord avec la réalité que vous souhaitez vivre. Voilà le vrai travail. Ce n'est ni glamour, ni rapide. Cela ne se résume pas à une vidéo de 3 minutes sur des techniques de manifestation magique, mais c'est ce qui fonctionne vraiment. Et lorsque vous vous y consacrez, lorsque vous transformez véritablement votre identité fondamentale par l'intégration consciente de vos schémas inconscients, la manifestation n'est plus un effort. Elle devient une conséquence naturelle de votre nouvelle identité. Le chant vous renvoie simplement la fréquence que vous émettez désormais constamment depuis votre nouvelle perception de vous-même. Et voici le plus beau. Une fois ce mécanisme compris, une fois que vous avez saisi comment les pensées se transforment en fréquences qui interagissent avec le chant et réagissent en réorganisant les probabilités en fonction de votre identité fondamentale, vous cessez de courir après les résultats extérieurs. Vous vous concentrez sur l'essentiel, devenir consciemment la personne dont l'identité attire naturellement ce que vous désirez. Et lorsque vous devenez cette personne intérieurement, cela se manifeste inévitablement extérieurement. Votre intuition s'affine. Il ne s'agit pas de coïncidence. Ce sont les premiers signes que votre idée a non seulement atteint le champ quantique, mais qu'elle est déjà en train de s'y développer. Les neurosciences expliquent ce phénomène par un recalibrage prédictif. Lorsque le champ quantique commence à amplifier son signal, votre cerveau reçoit des signaux de micro-alignement. Il entreprend alors d'ajuster votre monde intérieur, vos émotions, vos attentes, votre état, afin de les rendre compatibles avec la réalité en train de se former. Mais comme le cerveau évolue silencieusement, vous pourriez ne pas percevoir ces changements comme un progrès. Vous vous sentirez peut-être plus neutre, plus calme ou moins obsédé. Vous aurez peut-être l'impression de perdre de l'élan, alors qu'en réalité, vous gagnez en cohérence. C'est la cohérence qui permet à la graine de germer. Le champ quantique réagit plus rapidement lorsque votre pensée devient émotionnellement cohérente. Ni forte, ni intense, ni dramatique, mais cohérente. La cohérence transforme une pensée en une réalité tangible. Elle fortifie la graine jusqu'à ce qu'elle perce la surface de la réalité physique. La cohérence est le terreau fertile. C'est pourquoi certaines manifestations surgissent de nulle part. Elles ne sont ni aléatoires, ni soudaines. Elles se développaient silencieusement à votre insu, organisant les personnes, harmonisant les opportunités, dissipant les obstacles, modifiant les probabilités, tandis que vous pensiez que rien ne se passait. L'univers ne cherche pas à vous montrer la graine avant qu'elle ne soit mûre, il vous montre le fruit lorsque votre être est capable de le supporter. Jung comprenait profondément cette phase de gestation invisible grâce à son travail sur les rêves et les symboles. Il reconnaissait que les transformations les plus importantes de la psyché se produisent d'abord dans l'inconscient, où les images symboliques commencent à se réorganiser, où les conflits internes trouvent leur résolution, où de nouvelles possibilités commencent à se dessiner. Ce n'est qu'après que ces transformations se soient solidifiées dans les profondeurs qu'elles émergent à la conscience éveillée et se manifestent finalement par des changements comportementaux et des changements de circonstances extérieures. Mais voici ce que la plupart des gens comprennent mal. Durant la phase de germination, votre manifestation ne vous attend pas. Elle grandit, se déploie, prend forme. Vous n'attendez pas l'univers. L'univers attend que votre signal se stabilise suffisamment pour finaliser le processus. Vos pensées nourrissent la graine ou la perturbent. Lorsque vous abordez votre désir avec peur, insécurité ou doute, vous envoyez des fréquences contradictoires dans le même champ. Ces signaux s'entrechoquent, se dispersent et déstabilisent le plan. Parfois, ils déracinent complètement la graine. Mais lorsque vous revisitez cette pensée avec neutralité, clarté ou une confiance sereine, le champ la renforce. Il augmente la probabilité. Il accélère la croissance. C'est pourquoi la phase de germination semble émotionnellement subtile, mais vibratoirement puissante.
Vous ne devriez pas vous sentir excité. L'excitation crée des pics. Les pics créent des interférences. Avez-vous déjà remarqué à quel point les personnes qui recherchent désespérément des résultats les obtiennent rarement? Plus on poursuit quelque chose avec anxiété, plus cela semble nous échapper. Il ne s'agit pas d'une cruauté cosmique, mais d'une mécanique vibratoire. Le désespoir porte la fréquence du manque, de l'absence, du besoin urgent. Or, cette fréquence contredit totalement celle de la possession, de l'être, de la manifestation réalisée. Ainsi, lorsque vous poursuivez votre désir par désespoir, vous transmettez en réalité le signal inverse de ce que vous souhaitez. Vous dites au champ « Je ne possède pas ceci, j'en ai désespérément besoin ». Et le champ, parfaitement réceptif, vous renvoie davantage l'expérience du manque. Jung a évoqué le paradoxe de l'intention paradoxale. Plus on tente de forcer quelque chose, plus on s'identifie à son absence. Et c'est cette identification à l'absence que l'on transmet le plus fortement. À l'inverse, une personne désire quelque chose sans y être attachée. Elle a une intention claire mais n'est pas émotionnellement dépendante du résultat. Cette personne transmet une fréquence différente, une fréquence d'ouverture, de possibilité, de bien-être quel que soit le résultat. Et paradoxalement, c'est cette fréquence de détachement qui facilite la manifestation. Mais comment atteindre cet état de détachement sans sombrer dans l'indifférence? Comment conserver un désir clair sans se laisser aller à un besoin désespéré? C'est cet équilibre subtil qui distingue ceux qui réussissent à concrétiser leurs aspirations de ceux qui sont prisonniers d'un cycle sans fin d'épreuves et de frustrations. La réponse réside dans une transformation de votre rapport au désir lui-même. Au lieu de le percevoir comme quelque chose à obtenir de l'extérieur, vous commencez à le voir comme une qualité d'être que vous cultivez d'abord intérieurement. Permettez-moi d'illustrer mon propos par un exemple concret. Sophia, 42 ans, était célibataire depuis des années et désirait ardemment trouver l'âme sœur. Elle a essayé toutes les applications de rencontres, participé à des événements mondains et même consulté un conseiller conjugal. Mais rien ne s'est concrétisé. Plus le temps passait, plus son désespoir grandissait, plus elle craignait de ne jamais trouver quelqu'un, plus elle se demandait ce qui clochait chez elle. Et c'est précisément cette fréquence de désespoir et de doute qu'elle transmettait à son entourage, attirant ainsi des profils qui reflétaient cette même vibration de manque. Sophia a donc opéré un changement radical. Elle a cessé de chercher un partenaire à l'extérieur et a commencé à cultiver un amour véritable en elle. Elle s'est demandé qu'est-ce que cela ferait de se sentir aimée maintenant, non pas plus tard lorsqu'elle trouverait quelqu'un, mais maintenant, à cet instant précis. Et elle a commencé à créer dans sa vie des expériences qui lui permettraient de ressentir cela. Elle s'est traitée avec la même bienveillance qu'elle attendait d'un partenaire. Elle a embelli son espace. Elle s'est entourée d'amitiés bienveillantes. Elle s'est consacrée à des passions qui la faisaient vibrer. Et quelque chose d'extraordinaire se produisit. En cultivant cette qualité intérieurement, en commençant véritablement à se sentir aimée à travers ses propres actions et choix, sa fréquence vibratoire changea. Elle ne transmettait plus de désespoir ni de manque. Elle transmettait plénitude et amour. Et soudain, 3 mois après ce changement, elle rencontra quelqu'un. Non pas en cherchant activement, mais par une synchronicité fortuite, grâce à une connexion qui s'est établie naturellement alors qu'elle vivait simplement sa vie, en puisant dans la plénitude plutôt que dans le besoin. Cela révèle un aspect profond du véritable fonctionnement de la manifestation. Vous ne manifestez pas ce que vous désirez, mais ce que vous êtes. Plus précisément, vous manifestez des correspondances extérieures avec votre identité intérieure et votre fréquence émotionnelle. Ainsi, si vous souhaitez manifester l'amour, mais que votre identité intérieure est celle d'une personne non aimée, rejetée, seule, vous continuerez à créer des expériences qui correspondent à cette identité. Peu importe le nombre d'affirmations que vous répétez ou le nombre d'actions que vous entreprenez, le changement doit d'abord s'opérer au niveau de l'identité. Et les changements d'identité ne se produisent pas par de vaines déclarations, mais par une expérience corporelle répétée. Lorsque Sophia a commencé à se traiter avec amour, lorsqu'elle a créé des expériences générant le sentiment d'être aimée, elle ne faisait pas semblant ni ne se livrait à des exercices de visualisation. Elle entraînait littéralement son système nerveux à reconnaître et à incarner cet état d'amour.
Et à mesure que cet état lui devenait familier, qu'il devenait son nouvel état de référence, sa fréquence émise a changé, et le champ énergétique a répondu en envoyant une correspondance extérieure. Voici le tournant décisif qui transformera radicalement votre approche de la manifestation. La phase de germination ne consiste pas à attendre patiemment que rien ne se produise. Il s'agit de devenir activement la version de vous-même qui possède déjà ce que vous désirez. Il s'agit d'incarner dès maintenant la fréquence, l'identité et l'état émotionnel de cette future version de vous-même, avant même que la moindre preuve extérieure n'apparaisse. Et cela exige quelque chose que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire. Vivre comme si c'était déjà une réalité, même lorsque toutes les preuves extérieures le contredisent. Il ne s'agit pas de nier la réalité, ni de pensée magique, mais d'une compréhension fine de la formation de la réalité. La réalité extérieure est toujours le reflet différé d'un état intérieur. Il existe un décalage, une période de germination, un laps de temps entre le changement intérieur et sa manifestation extérieure correspondante. Durant ce décalage, la plupart des gens abandonnent. Ils constatent que les circonstances extérieures restent inchangées et en concluent que rien ne fonctionne. Ils retombent dans leurs anciennes habitudes, leurs anciennes fréquences, leurs anciens schémas. Ce faisant, ils déracinent la graine qui poussait silencieusement sous terre. Mais ceux qui comprennent les mécanismes, ceux qui ont confiance dans le processus de germination, conservent leur nouvelle identité, leur nouvelle fréquence, même en l'absence de preuves extérieures. Ils savent que le changement s'opère d'abord de manière invisible. Et ils ont suffisamment foi dans le processus pour rester constants durant la phase silencieuse. Inévitablement, s'ils maintiennent cette constance assez longtemps, la réalité extérieure commence à se réorganiser pour s'y adapter. Non pas parce que l'univers a finalement daigné coopérer, mais parce qu'ils ont enfin atteint une stabilité vibratoire suffisante pour que le champ se reflète. Jung dirait que c'est le travail d'individuation qui se manifeste concrètement. Vous devenez activement un être plus complet, plus intégré, plus conscient. Vous faites émerger des possibilités qui étaient latentes en vous depuis toujours. Vous ne créez pas quelque chose à partir de rien. Vous réalisez un potentiel qui a toujours été présent, attendant la conscience et la cohérence nécessaires pour se matérialiser. Et ce processus de réalisation requiert toujours une phase d'invisibilité, toujours la foi dans l'obscurité, toujours le maintien de votre connaissance intérieure, même lorsque tout extérieur semble dire le contraire. Mais lorsque vous agissez ainsi, lorsque vous maintenez véritablement cette fréquence durant la phase de germination, ce qui émerge est plus puissant et plus durable que n'importe quelle manifestation forcée. Vous devriez vous sentir stable, ancré, calme, serein, car c'est sur cette fréquence que le champ quantique peut se construire. Si vous avez ressenti ce calme récemment, une étrange sensation de préparation intérieure, une perte d'urgence, une douce anticipation, c'est votre validation. C'est votre graine de pensée qui germe sous terre. C'est le théâtre invisible qui accomplit son œuvre. Et pour ancrer ce moment, pour marquer le début de l'expansion de vos graines d'une manière que votre système nerveux puisse enregistrer, déclarez ceci. Écrivez dans les commentaires « Mes graines de pensée sont déjà en train de pousser ». Non pas comme un rituel, non pas comme un souhait, mais comme une reconnaissance de la vérité. Au moment où vos pensées ont atteint le champ quantique, la réalité a commencé à se transformer. Ce que le champ fera ensuite dépend de la façon dont vous restez silencieux. Il existe une phase dans le processus de manifestation que presque personne ne perçoit. Non pas parce qu'elle est mystique ou occulte, mais parce qu'elle est silencieuse. C'est la phase où votre désir n'est plus qu'une pensée, plus qu'une graine, ni même encore un résultat visible. Il se situe entre les mondes, prenant forme, redessinant votre avenir, ajustant votre ligne temporelle. Et la règle la plus importante durant cette phase est celle que la plupart des gens enfreignent. Le silence. Le silence n'est pas une superstition. Le silence est physique. Lorsqu'une pensée atteint le champ quantique, elle commence à se stabiliser sous forme d'onde vibratoire. Cette onde est d'abord fragile, suffisamment cohérente pour se développer, mais vulnérable aux interférences. Chaque fois que vous exprimez prématurément vos désirs, vous exposez l'onde à des champs extérieurs, à des attentes extérieures, à des doutes extérieurs et à des projections extérieures. Le son,
est vibration. Les mots véhiculent une fréquence. Et dès que vous partagez votre désir avec quelqu'un dont le champ n'est pas aligné sur le vôtre, vous créez des frictions dans l'onde que vous tentez de stabiliser. En mécanique quantique, on appelle cela une interférence de mesure. L'idée est que l'observation, le jugement ou l'interaction prématurée avec une onde peut la faire s'effondrer dans la mauvaise direction. Lorsque vous exprimez un désir trop tôt, les interprétations d'autrui agissent comme des mesures. Leurs doutes, leurs peurs ou leurs limites entrent en collision avec votre signal avant qu'il n'ait atteint sa pleine maturité. Et soudain, l'onde qui façonnait votre avenir s'effondre et vous ramène à votre ancienne identité. Jung comprenait profondément le pouvoir du silence grâce à ses travaux sur ce qu'il appelait la fonction transcendante. Il reconnaissait que les transformations psychologiques profondes nécessitent une période d'incubation dans l'inconscient, à l'abri des interférences de la raison et des opinions d'autrui. Garder une vision ou une intention enfouie en soi permet à cette dernière de se développer organiquement, de trouver sa forme propre et de s'intégrer pleinement à sa psyché avant d'être exposée au monde extérieur. C'est pourquoi le silence accélère la manifestation. Il préserve la cohérence. Vos manifestations naissantes n'ont pas besoin d'encouragement, mais de confinement. Elles ont besoin d'être protégées des interférences extérieures pour se fortifier intérieurement. Elles ont besoin de votre énergie, pas de celle d'autrui. Elles ont besoin de votre conviction, pas du scepticisme d'autrui. Elles ont besoin de votre alignement, pas de la confusion d'autrui. Une graine ne germe pas plus vite parce qu'on la déterre et qu'on la montre aux autres. Elle germe plus vite parce qu'on la laisse sous terre, protégée de tout ce qui pourrait perturber ses racines. Le champ quantique fonctionne exactement de la même manière. Votre pensée cherche à s'enraciner dans votre identité. Pour ce faire, elle doit acquérir une stabilité émotionnelle en vous. Chaque fois que vous en parlez avant qu'elle ne soit stabilisée, vous affaiblissez la racine. Vous la faites remonter à la surface avant qu'elle ne soit prête. Vous introduisez du bruit dans un système qui était en train de se construire une cohérence. Et la cohérence est primordiale. Les neurosciences illustrent parfaitement ce principe. Lorsque vous verbalisez une intention, votre cerveau l'enregistre comme une action partiellement accomplie. Il libère alors de la dopamine, le neurotransmetteur de la récompense, vous procurant une sensation de progrès même en l'absence de progrès réel. Cette libération prématurée de dopamine diminue votre motivation à entreprendre les actions concrètes nécessaires à la réalisation de votre désir. Le simple fait d'en parler vous procure une satisfaction émotionnelle, si bien qu'une partie de vous a inconsciemment l'impression d'avoir déjà accompli le travail. Laissez-moi vous parler de Ricardo, 29 ans, un entrepreneur avec une idée géniale pour une start-up technologique. Il était tellement enthousiaste qu'il en parlait à tout le monde, amis, famille, collègues, même des inconnus lors d'événements de réseautage. Il n'arrêtait pas d'en parler, partageant chaque détail, chaque plan, chaque projection, et chacun y allait de son avis. Certains étaient sceptiques, d'autres posaient des questions qui semèrent le doute, d'autres encore lui donnèrent des conseils non sollicités qui le déconcertaient. Plus Ricardo parlait de son idée, moins elle paraissait claire, moins inspirante, moins réalisable. Les doutes et les limites des autres s'étaient infiltrés dans sa vision. L'énergie dont il avait besoin pour bâtir son entreprise se gaspillait en conversations interminables et stériles. Et après 6 mois de discussions stériles, l'idée avait complètement perdu de son attrait. Il n'y trouvait plus d'enthousiasme. Elle lui semblait banale, voire impossible, et il l'abandonna en silence. À l'inverse, Marina, 33 ans, nourrissait une vision tout aussi inspirante pour une entreprise créative. Mais Marina a choisi une approche différente. Elle a gardé sa vision secrète. Elle n'en a parlé à personne, pas même à sa famille proche. Elle y travaillait discrètement, consacrant quelques heures par semaine à poser les bases, à développer le concept et à créer les premiers produits. Et pendant tout ce temps, elle a su préserver l'énergie de sa vision pour elle-même. Aucune énergie ne s'échappait par des conversations inutiles. Les doutes et les opinions d'autrui ne venaient pas perturber son équilibre. Il n'y avait qu'elle et sa vision qui mûrissaient en silence se fortifiaient de l'intérieur. Après 9 mois de travail acharné, elle la lança. Et ce fut un succès immédiat. Non pas parce qu'elle avait une meilleure idée que Ricardo,
mais parce qu'elle avait préservé l'énergie de sa vision durant la phase délicate de germination. Elle lui avait permis de s'enraciner pleinement en elle avant de la révéler au monde. Jung aurait reconnu l'instinct de Marina. Elle a respecté la période de gestation psychologique nécessaire à toute création. Elle a laissé sa vision se développer dans l'inconscient, à l'abri des forces collectives qui auraient tenté de la modeler, de la remettre en question ou de l'amoindrir. Ce n'est que lorsqu'elle fut suffisamment forte intérieurement, pleinement intégrée à sa psyché, qu'elle la porta au monde extérieur. À ce moment-là, elle n'était plus vulnérable. Sa vision était forte, claire et enracinée. Mais voici un aspect encore plus profond du pouvoir du silence. Garder un désir secret crée en vous une tension créatrice. Un écart se creuse entre votre situation actuelle et celle que vous souhaitez atteindre. Et cet écart génère de l'énergie. Cette énergie est le carburant de la manifestation. Elle motive l'action, inspire la créativité et vous maintient concentré. En revanche, exprimer ce désir prématurément libère cette tension. Vous dissipez l'énergie par les mots, au lieu de la canaliser en action. C'est comme ouvrir une cocotte minute avant que les aliments ne soient cuits. La pression s'échappe et ce qui aurait pu devenir un mets délicieux reste cru et inachevé. Il en va de même pour la manifestation. Le silence maintient la pression, la tension créatrice et permet à l'énergie de s'accumuler jusqu'à ce qu'elle se déverse naturellement en une action inspirée et une manifestation synchrone. Il y a aussi un aspect de protection énergétique à prendre en compte, souvent négligé. Tout le monde ne souhaite pas forcément votre réussite, non pas par malveillance, mais parce que votre succès pourrait remettre en question leurs propres croyances limitantes. Si vous parvenez à accomplir quelque chose qu'ils jugent impossible, cela les oblige à se confronter à leurs propres limites, et c'est déstabilisant. Inconsciemment, ils peuvent alors projeter des doutes, poser des questions qui les freinent, ou faire preuve d'un réalisme qui n'est en réalité qu'un pessimisme déguisé. Lorsque vous partagez prématurément vos désirs avec des personnes qui émettent ces fréquences, vous invitez en réalité une énergie de sabotage dans votre champ énergétique. À moins d'être extrêmement bien aligné avec vous-même, ces fréquences vous affecteront. Elles sèmeront le doute là où régnait la certitude, la peur là où existait la confiance et la confusion là où régnait la clarté. Tout cela perturbe le processus de germination qui se déroule dans le champ quantique. La pratique est donc simple et pourtant profonde. Gardez vos désirs pour vous pendant la phase de germination. Travaillez-y en silence, laissez-les grandir et se fortifier en vous. Et ce n'est que lorsqu'ils se manifestent, lorsqu'il existe une preuve extérieure concrète, que vous pouvez les partager. À ce moment-là, il n'y a plus de vulnérabilité. Le désir n'est plus une graine fragile. C'est une plante mature, capable de résister aux éléments. Et voici le magnifique paradoxe. Lorsque vous partagez enfin après que l'événement se soit produit, vous inspirez les autres d'une manière impossible en partageant prématurément. Car vous avez désormais des preuves, une véritable histoire de réussite et non plus un simple espoir. Et cela porte une fréquence totalement différente, celle de l'accomplissement et non celle du besoin. C'est cette fréquence qui élève véritablement les autres, qui contribue positivement à l'énergie collective. Lorsque vous parlez prématurément d'un objectif, votre cerveau reçoit une dose de dopamine, l'hormone du plaisir. Votre esprit interprète le fait d'en parler comme un progrès. Vous vous sentez satisfait, valorisé. Mais cette dose de dopamine réduit en réalité votre motivation intrinsèque, car le cerveau pense que l'objectif futur est déjà partiellement atteint socialement. L'élan qui devrait se diriger vers l'intérieur se propage vers l'extérieur. Vous perdez en intensité, en concentration et en précision. C'est pourquoi ceux qui parlent beaucoup de leurs objectifs les atteignent rarement. Ils gaspillent leur énergie à les décrire au lieu de les incarner. Le silence, au contraire, ancre votre manifestation dans le corps. Il maintient votre fréquence focalisée. Il ancre votre identité. Il préserve la précision de votre signal. Lorsque vous restez silencieux, votre système nerveux maintient une ligne claire entre qui vous êtes et qui vous devenez. Vous construisez un réceptacle intérieur suffisamment robuste pour accueillir la manifestation une fois qu'elle sera arrivée. Vous laissez votre intuition s'exprimer librement.
Vous créez autour de votre désir un espace protégé, stable et cohérent. Et la cohérence accélère le processus temporel plus que tout autre facteur. Le silence n'est pas secret. Le silence est une forme d'incubation. Vous ne cachez pas vos désirs par peur, vous les protégez par sagesse. On croit souvent avoir besoin de soutien, de validation, de réconfort ou d'applaudissements pour réaliser ses rêves. Mais ces choses appartiennent à l'ego, non à votre futur moi. Jung comprenait profondément cette dynamique grâce à son concept de fonction symbolique. Il reconnaissait que les symboles et les visions émergeant de l'inconscient doivent faire l'objet d'une contemplation silencieuse afin de révéler pleinement leur signification et leur puissance. Lorsqu'on extériorise et explique immédiatement une vision intérieure, on la fige dans une interprétation limitée et on perd les couches de sens plus profondes qui ne se révèlent que par un engagement silencieux et prolongé avec son contenu. Votre futur moi n'a pas besoin de validation extérieure, mais d'alignement intérieur. L'univers ne réagit pas au nombre de personnes à qui vous en parlez, mais à la constance avec laquelle vous incarnez ce signal. Et voici ce que la plupart des gens ignorent. Dès que vous parlez de votre manifestation trop tôt, vous passez de l'incarnation à l'explication. La manifestation s'effondre par manque d'incarnation et non par manque d'explication. Lorsque vous expliquez, l'énergie quitte votre corps. Lorsque vous incarnez, l'énergie demeure en vous. C'est pourquoi les transformations les plus profondes s'opèrent dans le silence. Pourquoi les personnes les plus en phase agissent avec une telle lucidité. Pourquoi leur percée semble soudaine? Pourquoi leurs changements de cap paraissent instantanés? Ce n'est ni de la chance ni un miracle, c'est une cohérence protégée par le silence. Si vous avez ressenti le besoin de garder quelque chose pour vous, un désir, une vision, un changement, faites confiance à cette intuition. C'est votre intuition qui perçoit la fragilité de cette idée. C'est votre futur vous qui vous dit que cela doit mûrir en vous avant que quiconque d'autre ne s'en approche. Le moment venu, lorsque l'onde se stabilise, lorsque la fréquence atteint sa pleine maturité, lorsque votre identité peut contenir la réalité sans s'effondrer, vous n'aurez besoin de le dire à personne. On le verra. Votre manifestation ne devient visible qu'après être devenue inévitable. Et l'inévitabilité se construit dans le silence. Il y a un moment, dans chaque parcours de manifestation, où l'univers cesse d'être distant et commence à réagir. C'est le moment où les synchronicités cessent d'être occasionnelles et deviennent constantes, où les portes cessent de se claquer au nez et commencent à s'ouvrir doucement, où les bonnes personnes cessent d'être absentes et commencent à apparaître exactement quand vous avez besoin d'elles, où les solutions cessent de paraître impossibles et commencent à émerger de sources inattendues. C'est le moment où vous savez que votre fréquence a fondamentalement changé, que vous avez franchi un seuil, que vous êtes entré dans une nouvelle dimension. Laissez-moi vous parler de Juliana, 37 ans, graphiste indépendante qui a connu des années de revenus irréguliers. Elle avait pourtant bien travaillé sur elle-même, ses croyances limitantes, la visualisation et ses intentions. Mais pendant longtemps, rien ne semblait changer. Et puis soudain, quelque chose a changé. Elle ne savait ni quand ni comment, mais elle a commencé à remarquer des schémas différents. Une ancienne cliente, dont elle était sans nouvelles depuis des mois, l'a recontactée pour un projet d'envergure. Puis une autre personne l'a recommandée à un ami. Invitée à collaborer, elle a ainsi pu saisir de nouvelles opportunités. En 6 semaines, son chiffre d'affaires a doublé. Et ce n'était que le début. Au cours des 3 mois suivants, les opportunités se sont succédées de manière de plus en plus opportune. On parlait d'elle au bon moment. Des projets se présentaient exactement quand son emploi du temps le permettait. Des collaborations en parfaite adéquation avec ses compétences et ses centres d'intérêt. Juliana réalisa qu'elle avait franchi un seuil invisible. Quelque chose en elle avait changé si profondément que l'univers réagissait désormais d'une manière totalement différente. Et ce changement ne consistait pas à multiplier les actions extérieures. Il s'agissait d'incarner enfin pleinement l'identité de celle pour qui l'abondance est naturelle. Cette incarnation s'était faite silencieusement, progressivement, au fil de mois d'un travail intérieur constant. Et une fois achevée, la réalité extérieure n'eut d'autre choix que de se réorganiser. Jung dirait que Juliana avait franchi une étape importante de son individuation. Elle avait intégré une part d'elle-même divisée,
réconciliez ses contradictions internes et atteint une plus grande plénitude psychologique. Cette harmonie intérieure se reflétait dans une fluidité accrue avec le monde extérieur. Car la fragmentation intérieure engendre toujours des résistances et des blocages dans le monde extérieur, tandis que l'intégration intérieure favorise la fluidité et la synchronicité. Mais voici ce qu'il est crucial de comprendre. Ce seuil franchi par Juliana, ce point de bascule où l'univers commence à réagir de manière visiblement différente, n'est pas accidentel, il n'est pas aléatoire. Ce n'est pas une question de chance ou de timing, c'est le résultat direct de l'atteinte d'une masse critique de cohérence interne. C'est comme l'eau qui chauffe. On peut la chauffer de 95 degrés à 97 degrés, puis à 99 degrés sans observer le moindre changement. Elle reste liquide. Mais dès qu'elle atteint 100 degrés, un changement d'état se produit. Elle se transforme en vapeur. Une transformation visible a lieu. Il en va de même pour la manifestation. Vous pouvez entreprendre un travail intérieur, modifier vos croyances, ajuster votre fréquence vibratoire, intégrer une nouvelle identité, et pendant longtemps, rien ne semble changer extérieurement. Mais vous n'échouez pas. Vous vous préparez. Vous développez votre cohérence. Vous approchez du seuil. Et puis soudain, vous le franchissez et tout change. Non pas progressivement, mais rapidement, car vous avez atteint une masse critique d'alignement intérieur. La plupart des gens abandonnent juste avant d'atteindre ce seuil. Ils travaillent pendant des semaines ou des mois, ne constatent pas de changements extérieurs assez rapidement et en concluent que ça ne fonctionne pas. Ils retombent alors dans leurs vieilles habitudes, retrouvent leur ancienne identité et leur ancienne cadence. Ce faisant, ils redéfinissent le processus. Ils reviennent à 90 degrés alors qu'ils étaient à 99. Et ils sont frustrés de ne jamais atteindre le point d'ébullition. Mais ceux qui comprennent les mécanismes, ceux qui ont confiance dans le processus, ceux qui continuent d'intégrer cette nouvelle fréquence même en l'absence de preuves extérieures, finissent par franchir le seuil. Et lorsqu'ils le franchissent, l'expérience est indéniable. L'univers cesse d'être neutre et devient collaboratif. Les opportunités ne requièrent plus d'efforts considérables et se présentent naturellement. Les bonnes personnes cessent d'être absentes et commencent à apparaître de façon synchrone. Voici un élément qui va complètement transformer votre vision de la manifestation. Une fois ce seuil franchi, une fois entré dans une nouvelle dimension temporelle où l'univers réagit différemment et de façon constante, le retour en arrière est difficile. Car le changement ne se limitait pas aux circonstances extérieures. Il touchait à votre identité profonde. Vous êtes devenu une personne différente, vibrant différemment. Et cette nouvelle identité vous maintient sur cette nouvelle dimension temporelle. Bien sûr, vous pouvez toujours choisir de retomber dans vos vieilles habitudes si vous le souhaitez. Vous conservez votre libre arbitre. Mais une fois que vous avez goûté à l'harmonie, une fois que vous avez ressenti la fluidité avec laquelle l'univers répond, une fois que vous avez perçu cette fréquence de facilité et de synchronicité, il est très difficile de retourner volontairement à la lutte et à la résistance. Car désormais, vous savez qu'il existe une autre voie, et cette connaissance, fondée sur l'expérience vécue, vous transforme irréversiblement. Jung parlait de ce qu'il appelait les expériences lumineuses, ces moments de rencontre directe avec les dimensions profondes de la réalité qui vous transforment fondamentalement. Une fois une telle expérience vécue, une fois que vous avez touché à quelque chose de transcendant, vous ne pouvez plus ignorer cela. Et cette connaissance change votre façon de vivre, vos choix, votre rapport à la réalité. De même, une fois franchi le seuil de la manifestation consciente, une fois que vous avez directement expérimenté la réponse de l'univers à votre fréquence intérieure, vous ne pouvez plus revenir à une inconscience naïve quant au fonctionnement de la réalité. La question n'est donc pas de savoir si vous franchirez ce seuil, si vous travaillez sur vous-même, si vous faites preuve de constance, si vous incarnez pleinement cette nouvelle identité, vous le franchirez inévitablement. La question est de savoir si vous persévérerez suffisamment longtemps pour y parvenir, si vous ferez confiance au processus durant la phase invisible, si vous maintiendrez cette dynamique même en l'absence de preuves extérieures, car ceux qui agissent ainsi, ceux qui restent constants tout au long de la phase de germination, ne se contentent pas de manifester ce qu'ils désirent. Ils accèdent à un mode de vie totalement nouveau, où la manifestation cesse d'être un effort
et devient l'expression naturelle de leur véritable nature. Partie 6. Non pas parce que la vie devient soudainement plus facile, mais parce que votre clarté s'accroît. Lorsque vos pensées pénètrent dans le champ quantique, celui-ci réagit instantanément. Mais une seule chose détermine la rapidité du résultat physique, votre capacité à maintenir l'identité qui correspond à ce que vous avez semé. C'est pourquoi l'incarnation est l'étape finale, le moment où votre signal intérieur devient suffisamment stable pour que la réalité se réorganise autour de vous. Le champ n'attend pas votre désir, il attend votre cohérence. Et la cohérence découle de l'identité, non de l'intention. Imaginez le champ quantique comme un miroir de possible. Il ne reflète pas vos désirs, mais votre être véritable. Il reflète votre émotion fondamentale, votre tonalité constante, la vibration qui sous-tend vos pensées. Lorsque vous tentez de manifester vos désirs à partir d'une identité fragmentée, votre signal est brouillé, votre fréquence contradictoire. Le miroir renvoie alors un mélange de résultats. Mais lorsque vous atteignez l'alignement incarné, votre signal devient indubitable et l'univers n'a d'autre choix que de se réorganiser pour s'y accorder. Jung comprenait profondément que l'identité n'est ni un masque que l'on porte, ni un rôle que l'on joue. Elle est l'organisation fondamentale de la psyché, la constellation de complexes, d'archétypes et de schémas qui constituent le sentiment d'identité. Et lorsque cette organisation se transforme, lorsque l'on intègre des aspects disparates et que l'on atteint une plus grande plénitude, toute notre expérience se modifie en conséquence. Car la réalité extérieure est toujours le reflet de la configuration psychique intérieure. Modifier fondamentalement cette configuration intérieure et la réalité extérieure se réorganise inévitablement. L'identité est le fondement de la manifestation. Chaque pensée semée, chaque intention exprimée, chaque désir formulé attend une seule chose, que votre identité devienne le terreau fertile où la graine puisse germer. L'univers ne répond pas à l'image que vous projetez, mais à celle que votre système nerveux vous attribue. Les neurosciences démontrent que l'identité n'est pas un concept mental, mais un état physiologique, un ensemble de prédictions émotionnelles que votre cerveau utilise pour définir qui vous êtes. Qui? Lorsque votre identité évolue, votre cerveau se restructure, votre respiration change, votre posture se modifie, vos réactions émotionnelles se transforment, votre intuition se renforce et vous devenez plus prévisible pour l'univers. Non pas parce que vous répétez le passé, mais parce que vous avez trouvé une cohérence intérieure quant à la direction de votre avenir. C'est pourquoi le silence était essentiel. Le silence protège cette nouvelle identité pendant sa formation. Parler trop tôt expose votre transformation à d'anciennes versions de vous-même, à des personnes liées à votre passé, à des schémas associés à des lignes temporelles antérieures, à des énergies qui ne correspondent plus à votre chemin. Le silence permet à la nouvelle identité de s'enraciner avant que la réalité extérieure n'interagisse avec elle. Mais maintenant, une fois la graine germée en vous, le silence se métamorphose. L'incarnation. S'incarner, c'est vivre comme la personne qui a déjà reçu ce que l'on espérait. Sans feindre, sans forcer, sans jouer la comédie, simplement être. Lorsque votre identité rejoint votre désir, le champ quantique cesse d'hésiter. L'onde s'effondre avec netteté. La probabilité se matérialise. La pensée devient réalité. Vous saurez que vous êtes entré dans l'incarnation lorsque tout vous semblera différent. Vous cessez d'attendre. Vous cessez de vous accrocher. Vous cessez de demander des signes. Vous cessez de courir après les résultats. Vous cessez de raconter votre transformation. Vous ressentez une certitude profonde, ancrée dans le réel, qui ne repose sur aucune preuve. Votre avenir n'est plus perçu comme l'avenir, mais comme un foyer. Vous agissez comme quelqu'un qui n'attend plus. Vous vous souvenez? C'est alors que vos manifestations apparaissent comme par magie. Ce n'est pas de la magie, c'est la cohérence qui s'exprime enfin physiquement. Les gens vous regarderont et supposeront que tout s'est arrangé comme par magie. Ils ne verront pas la réorganisation intérieure, le silence, les transformations identitaires, les libérations émotionnelles, les moments où vous vous êtes accroché à votre nouveau moi, tandis que votre ancien moi tentait de vous retenir. Ils penseront que c'était facile pour vous. Ils penseront que vous avez eu de la chance.
Ils ne comprendront pas que ce dont ils sont témoins est l'expression extérieure de moi de travail intérieur. Voici une vérité que presque personne ne comprend. La manifestation n'a jamais consisté à attirer, mais à devenir. Lorsque vous devenez la personne dont la vie contient naturellement ce que vous désirez, la réalité s'ajuste sans effort. Le champ quantique ne vous envoie pas de cadeau, il se synchronise avec votre signature. La manifestation devient alors le fruit de votre identité. Et si vous ressentez ce subtil changement intérieur, cette douce préparation, cet ancrage plus profond, cette étrange impression d'inévitabilité, c'est le signe que votre identité commence à s'harmoniser avec les fréquences que vous avez semées. Vous devenez la version de vous-même que le chant attendait de voir se réaliser. Permettez-moi d'être totalement honnête avec vous sur la suite. Vous avez le choix. Vous pouvez regarder cette vidéo, vous sentir inspiré quelques instants, puis retomber dans vos vieux schémas de pensée, vos croyances limitantes, cette identité fragmentée qui vous a bloqué. Ou vous pouvez décider maintenant, à cet instant précis, que vous êtes prêt à incarner pleinement ce que vous avez appris, à accomplir le travail intérieur nécessaire, à maintenir la cohérence durant la phase de germination, à protéger vos visions en silence jusqu'à ce qu'elles soient enracinées, à devenir l'identité qui manifeste naturellement la réalité que vous désirez. Jung dirait que nous sommes à un moment de décision archétypale. Vous êtes à la croisée des chemins. Un chemin ramène au familier, à l'inconscient, à la répétition des mêmes schémas. L'autre chemin mène à l'inconnu, à une conscience élargie, à une véritable transformation. Et personne ne peut faire ce choix à votre place. Ni moi, ni aucun maître, ni l'univers. Vous seul pouvez décider si vous êtes prêt à franchir le seuil d'une ancienne identité pour en embrasser une nouvelle.